Vous aimeriez enfin avoir du temps pour faire avancer vos projets? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 516. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate, de l'énergie, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes dans la première semaine de déconfinement et nous allons parler de travail. C'est pas que j'ai envie de vous renvoyer au boulot, dans votre open space ou je ne sais où. J'aurais même vraiment tendance à vous dire que c'est pas l'endroit le plus efficace pour travailler. En tout cas, moi, j'ai tout fait pour les fuir. Et c'est intéressant, justement, aujourd'hui, c'est mon invité. Nous avons parlé de ce sujet-là, justement, mais pas que de ça. Mon invité, c'est Alexandre Zermati, qui est manager chez Orange, mais il trouve quand même le temps d'être entrepreneur, blogueur, podcasteur et maintenant auteur. Tout ça en étant papa et sportif. Alors bien entendu, quand on voit ce genre de personnage-là, on se demande toujours, mais comment font-ils? Eh ben, c'est justement l'objet de son livre, Self-Manager, 5 jours pour mieux organiser son travail et profiter enfin de sa vie perso. Alors ce livre est un guide qui ouvre de nombreuses portes pour changer son rapport au temps et au travail. Comment s'organiser pour mieux travailler, mettre du sens dans ses journées, être plus productif, s'organiser, déconnecter à la maison. Vous voyez, toutes ces genres de problématiques que vous pouvez rencontrer au quotidien et qui se sont accentuées en plus avec le confinement, comme on en parlait, finalement. Le télétravail en soi, il y a beaucoup de gens qui ont découvert le bonheur du télétravail, mais qui ont eu des conditions de télétravail qui n'étaient pas si évidentes que ça, parce que quand vous avez les enfants à la maison, être enseignant, être télétravailleur, être cuisinier, être sportif, être je ne sais pas quoi toute la journée dans sa maison, être enfermé, être à plusieurs, ce n'était pas si simple que ça dans les conditions. Voilà. Donc ça impose une certaine réflexion sur le travail, sur comment finalement on organise tout ça. Alors c'est pour ça justement que nous avons largement dépassé ce cadre de simplement de son livre pour aborder d'autres thématiques et notamment aussi un petit peu comment finalement les gens voient le travail, comment nous avons envie que le travail soit et la place qu'il va prendre, comment est-ce qu'on pourrait manager son chef par exemple si on a un chef comme moi j'ai connu par le passé qui est pas très ouvert sur le fait qu'on puisse avoir d'autres activités que son travail. On a aussi par exemple parlé de comment qu'on gère les open space, tout un tas de notions, vous voyez comme ça. Ce sont de nombreuses questions qui sont extrêmement importantes parce que bien entendu le travail prend une grande place dans notre vie, même si, j'avais vu une stat il y a pas très longtemps, finalement il en prend de moins en moins par rapport à ce qu'il y a un siècle par exemple, on travaille beaucoup moins dans notre vie que ce que nos anciens, on pourrait pas les appeler avec un autre terme, travaillaient eux. Ce qui n'empêche quand même que le travail prend parfois une trop grande place dans nos vies, qu'on a une tendance par exemple à délaisser des fois des activités sportives, des fois délaisser un petit peu le temps qu'on passe avec ses enfants, avec sa famille, le temps parfois des passions ou parfois tout simplement ça nous oblige à ranger certains projets dans notre fameuse armoire à regrets. Vous savez, l'armoire dans laquelle vous rangez toutes ces idées que vous avez pu avoir mais sur lesquelles vous n'avez jamais travaillé, soit parce que vous n'y avez jamais cru, soit parce que vous n'êtes pas donné le temps, vraiment donné le temps de pouvoir les conduire, de pouvoir les mener, de pouvoir les développer. Et vous savez que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et c'est pour ça que ça me faisait plaisir d'avoir Alexandre dans le podcast parce que il a réfléchi à ces notions-là, il a écrit donc son livre, mais il a réfléchi aussi à ces notions-là et notamment par exemple le sens du travail. Vous savez que par exemple mon choix à moi était de devenir indépendant pour fuir ce monde du salariat, du 8h, 17h, et qui pour moi des fois était du 7h du matin à 20h le soir ou presque. Mais à côté de ça, j'ai longtemps été slasher avec plusieurs activités, en plus de mon emploi, et même pendant les périodes où j'ai le plus travaillé, où j'avais un chef un peu tyrannique, pour dire carrément tyrannique, puisque j'en suis sorti avec un arrêt de travail de plusieurs mois avec mon médecin qui m'a dit « Vous ne retournerez jamais travailler là-bas », donc là on peut dire qu'on est vraiment dans la tyrannie. J'ai toujours essayé de jongler avec mes différentes casquettes. Alors bien entendu, à un moment donné, ça prenait sur par exemple mon temps de sommeil, ou ça a pris sur mon sport, ou ça a pris sur l'équilibre que nous avions avec ma femme. Et c'est pour ça que en devenant indépendant, même en ayant plusieurs casquettes, je souhaite toujours contrôler mon temps et garder le contrôle de mes journées. C'est quelque chose qui est un élément qui est extrêmement important, qu'il a été dans mon rééquilibrage de ma vie avec beaucoup plus de sport, beaucoup plus de mouvement, comment je programme du sport dans mes journées, mais aussi en devenant papa et comment je garde du temps tout simplement pour passer du temps avec ma femme, ma fille, du temps pour jouer, du temps pour la voir grandir. Je pense d'ailleurs que cette période de confinement aura montré à de nombreux papas qui, même de nombreux parents au sens large, qui avaient le sentiment qu'ils voyaient finalement leur enfant pas vraiment grandir autant que ça, se rendre compte le plaisir que ça peut être d'être
plus de temps avec leurs enfants. Il y a une découverte, notamment à quel point ces enfants grandissent dans une même journée. Des fois, des petits comme ma fille qui a 2 ans, et un peu plus de 2 ans maintenant. C'est assez incroyable et peut-être que parfois on l'oublie, on le voyait un peu moins. Moi, c'est pour ça, par exemple, dans mes semaines, j'ai toujours tenu, depuis qu'elle est née, à avoir un mercredi qui soit finalement un mercredi, j'appelle pas ça férié parce que je travaille un petit peu pendant qu'elle dort, mais un mercredi qui soit organisé pour passer du temps avec elle, parce que le mercredi, c'est le jour où elle n'allait pas à la crèche. Alors là, même avec le déconfinement, on l'a pas remise à la crèche. On s'est organisé pendant le confinement pour organiser notre temps de travail avec ma femme, pour arriver finalement à jongler, à avoir du temps pour travailler, du temps pour passer avec elle. Et c'est un temps qui est vraiment très 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 important parce que le temps finalement, il passe et on ne le rattrape jamais. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai sorti ma formation sur mes méthodes d'organisation de mon temps dans une formation qui est sortie il y a quelques semaines maintenant qui s'appelle Planifier le chaos. Voilà, vous imaginez un petit peu, je vois un petit peu notre agenda, vous voyez comment on pourrait imaginer notre agenda comme une espèce de gros dragon, vous voyez un petit peu le boss dans Mario Bros, et puis nous serons un petit bonhomme à côté, on serait un petit Mario en se disant mais comment je vais maîtriser ce planning, cet agenda qui me semble tellement rempli avec tellement de choses à faire, comment est-ce qu'on arrive finalement à mettre un petit peu de l'ordre dans ces journées et ces semaines, mais surtout pour les vivre plus intentionnellement, c'est-à-dire décider de ce qu'on va faire dans la journée, décider de ce qu'on va faire dans la semaine, et comment est-ce qu'on arrive à se ménager des plages de temps pour bien sûr le travail, bien sûr sa famille, faire du sport, avoir des projets créatifs, peut-être lancer un podcast, peut-être lancer une chaîne YouTube, faire du blog, écrire, peut-être vous avez un projet d'écriture d'un livre, peut-être vous voulez vous former sur des sujets particuliers. En ce moment je lis des livres sur la formation, sur l'apprentissage un petit peu massif des choses. C'est un sujet dont je reparlerai probablement très bientôt, mais pour ça en fait à un moment donné il faut arriver à mettre des intentions, à mettre du temps, à réserver du temps, à garder du temps, et c'est exactement en fait le but de cette formation. Bon, maintenant je vous laisse écouter notre discussion avec Alexandre. On l'a dit dans l'épisode de podcast, mais un jour il m'avait invité aussi sur son podcast qui s'appelle ASAP. Je mets bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode et je vous laisse écouter notre discussion avec Alexandre, et je vous souhaite une très belle écoute, une très belle fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Alexandre. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu ? Très bien, j'espère qu'il y en a de même pour toi. Ça va très bien, alors là on est à la fraîche tranquillement, 7h40, je précise l'heure pour les gens parce qu'il y a des gens qui peuvent se demander si vraiment on est levé tôt le matin ou quoi que ce soit, donc je le dis, 7h40, et tu peux même être témoin que d'ailleurs dans mes plannings de rendez-vous, je propose d'enregistrer des podcasts à 7h du matin, et toi tu m'as dit oui d'accord, on peut enregistrer, 7h30, voilà, temps de discuter. Ce qui, je pense, d'ailleurs on en parlera parce que par rapport à ton livre, on va parler de ton livre, doit faire partie de tes caractéristiques d'organisation, d'être capable comme ça, de démarrer tôt la journée, on va discuter de tout ça, mais d'abord je vais te laisser te présenter. Eh bien, tu m'appelles Alexandre Zermati, donc j'ai plusieurs activités. Je suis à la fois manager d'équipe dans une grande entreprise qui s'appelle Orange, et je suis aussi podcasteur avec un podcast qui s'appelle ASAP, qui est une conversation avec des personnalités inspirantes du monde du travail. Donc j'ai eu la joie d'ailleurs de te recevoir il y a quelques temps, un épisode passionnant autour du personal branding. Et je suis également auteur depuis peu, auteur d'un livre qui s'appelle Self Manager, 5 jours pour mieux organiser son travail et profiter enfin de sa vie perso, qui est sortie en février de cette année. Oui, alors là, c'est quand même un sacré, c'est un sacré pari quand même, profiter de sa vie perso, enfin de sa vie perso, grâce à quoi ? Parce que, comment tu résumes le livre en quelques secondes en disant qu'est-ce qu'on va trouver dedans ? Et le terme de 5 jours d'ailleurs, il est intéressant parce que c'est ce qui le différencie, je trouve, d'autres livres en fait. Alors en fait, oui, le concept, il est assez simple. En fait, ce livre, c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils et contrairement à beaucoup de livres autour de la productivité personnelle, il va s'attaquer, entre guillemets, à ta vie professionnelle, mais aussi donner des outils pour ta vie personnelle. Alors pourquoi ça ? Parce que finalement, en fait, on a assisté à quelques révolutions importantes dans le monde du travail. Et une de ces révolutions, c'est la demande notamment ce qu'on appelle les millennials, ou en tout cas les moins de 35 ans, d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, justement équilibré. Et c'est une demande qu'ils ont par rapport aux entreprises aujourd'hui. Voilà, c'est de pas forcément devoir finir à 20h tous les soirs et de sacrifier leur vie perso au profit de leur vie pro. Et donc c'est pour ça que j'ai intégré en fait ces éléments autour de la vie perso. C'est parce qu'il y a cette demande et aussi parce que finalement on se retrouve aujourd'hui avec des devices, des smartphones, des tablettes, etc., qui peuvent venir empiéter sur cette vie perso
il est important. C'est une partie qui est importante dans le livre, la déconnexion. Il est important de savoir se déconnecter. Parce que finalement, plus on est connecté à ses contacts, moins on est connecté avec ses proches. Et c'est ça que je voulais aussi faire passer au travers de ce titre, en plus de tout ce qui est autour de la vie pro et des techniques de collaboration et d'organisation personnelle. Alors hier d'ailleurs, je vais te dire un truc, j'ai eu une espèce de flash, une espèce de révélation. On dit toujours qu'il y a plein de gens qui remercient les inventeurs des smartphones d'avoir inventé un outil qui était aussi incroyable dans notre poche. Et moi le premier, parce que je peux faire du podcast, je peux faire de la vidéo, je peux faire de la photo, j'ai 52 000 photos sur mon appareil photo, sur mon smartphone. Je me dis, je fais plein de choses avec. Et puis hier, j'ai eu un espèce de flash. Je jouais avec ma fille, et puis à un moment donné, je regarde mon téléphone d'une manière totalement réflexe, instinctive. Et je lui dis, je me dis, mais en fait, je suis pas sûr que ma fille remercie les inventeurs du smartphone. Oui, c'est à la fois, notre meilleur allié, notre pire ennemi. Aujourd'hui, on passe un temps de plus en plus élevé sur notre smartphone. Les Américains sont presque à 3 heures par jour, en moyenne, hein, donc c'est une moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps naturellement sur leur smartphone, les Européens un petit peu moins. Et évidemment, tout ce temps-là, c'est un temps qu'on ne met pas à disposition des autres, de ses proches plus particulièrement. Donc il y a vraiment entre guillemets, quelque chose à faire autour de ça. Et d'ailleurs, les constructeurs de smartphones et d'OS, comme Google et Apple, pour pas les citer, proposent des solutions par rapport à ça, solutions que j'évoque naturellement dans le livre. Alors moi, il y a une astuce que j'ai mise, je sais pas si t'en parles dans le bouquin, je me rappelle pas, mais moi, il y a un truc, je mets mon téléphone en niveau de gris. Il est moins sympathique. Je ferai une vidéo parce que il y a un petit raccourci. J'ai mis un raccourci à mon iPhone pour arriver à le faire. Je appuie 3 fois sur le bouton et bam, ça le passe. C'est dans les raccourcis d'accessibilité. On peut faire ce genre de choses là. On peut essayer il y a plein d'astuces comme ça là-dedans. Mais finalement, moi, ce qui m'interloquait, c'était profiter enfin de sa vie perso. Toi, t'es donc manager dans une grande entreprise. Est-ce que tu crois que les entreprises, elles ont compris en fait cette espèce de changement, tu vois, de choses, parce que avec le déconfinement qui arrive, on a quand même un débat qui est en train d'arriver sur dire est-ce qu'on va pas supprimer des jours fériés pour relancer l'économie, hein, c'est ce qu'a dit l'Institut Montaigne hier. Le Premier ministre a dit bah oui, pourquoi pas. D'ailleurs, il a pas dit non, hein. Enfin, je pense il faut faire un sondage d'abord. Mais on a des gens comme ça, et puis j'ai beaucoup de gens qui en sortant du confinement ont peur d'ailleurs de tomber dans des trucs, on va leur demander beaucoup plus d'heures, on voit les heures, etc. Donc est-ce que finalement il n'y a pas une espèce d'éloignement entre ce que les sociétés, les entreprises auraient besoin et ce que les individus ressentent et ont besoin en ce moment? En fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une tendance de fond qui est les entreprises le prennent de plus en plus en compte. D'ailleurs, il y a souvent maintenant des chartes autour de justement, entre guillemets, de la protection de la vie personnelle. Typiquement, de plus en plus, les entreprises incitent leurs collaborateurs à ne pas envoyer des mails après 18 heures. Voilà, c'est un exemple que je peux donner. Donc ça, c'est une tendance de fond et c'est une tendance en plus qui sera imposée petit à petit, je pense, par justement les collaborateurs, dans le sens où, comme je l'évoquais précédemment, c'est une demande forte des futurs collaborateurs et ça fera partie sans doute des critères de choix quand il s'agira de choisir un job. Et après, tu as le contexte du moment, qui est celui du confinement et du déconfinement. Alors déjà, sur le confinement, tu as déjà potentiellement cette problématique, parce que le lieu de travail est aussi ton lieu d'habitation. Donc, déconnecter, entre guillemets, et pouvoir profiter de sa vie perso est peut-être un peu plus difficile en ce moment, parce que on se retrouve avec justement notre ordinateur, on se retrouve avec notre smartphone professionnel, etc., à la maison, visible si on ne prend pas le réflexe de le cacher comme moi je le fais à partir d'une certaine heure dans la journée. Donc il y a déjà cette problématique finalement qui est très liée au contexte. Quant à savoir ce qui va être demandé par le gouvernement ensuite, les entreprises en termes de sacrifice de jours, je ne sais pas ce qui va arriver. Je suis pas sûr que entre guillemets, alors ça joue, hein, mais je suis pas sûr que la problématique soit uniquement ça. Je pense qu'elle est un peu plus large que ça. C'est pas parce qu'on a des jours qu'on est capable de profiter, ou en tout cas qu'on est capable de vraiment déconnecter. Je pense que c'est plus en termes d'habitude à prendre vis-à-vis de son travail, notamment le fait, comme j'évoquais à l'instant, de pas forcément avoir son PC professionnel toujours dans son champ de vision, de pouvoir éteindre son smartphone par exemple, de pas avoir du push mail sur son smartphone, notamment professionnel.
voilà, c'est plus ces habitudes-là, je pense, qui aident à déconnecter et à sa vie perso. Et comme tu l'évoquais, oui, il y a aussi ces petites astuces autour de mettre son écran en noir et blanc, qui sont disponibles aujourd'hui dans les smartphones Android ou Apple d'ailleurs. L'un des problèmes, tu vois, que moi quand je regarde ton livre, en fait, c'est, je me dis, si t'es manager, bon, tu peux appliquer certaines des méthodes, mais si t'as un chef au-dessus de toi, tout le monde a un chef au-dessus de soi de toute façon à un moment donné, il y a des choses quand même qui dépendent de notre chef, tu vois. Enfin, moi j'ai vécu dans des situations où, enfin, je pense, tu vois, je lui mettais ton bouquin. Enfin, d'ailleurs, il faudrait lui envoyer par la poste et mettre une caméra cachée pour voir sa tête. Je me dis, il y a des gens, ils sont pas prêts à ça, tu vois. On a dans notre tête, dans notre histoire, etc. Si notre chef il est un peu récalcitrant, tu vois, que il a pas envie que je profite de ma vie perso ou tu vois un peu ce que le Oui, oui, ressenti que je peux avoir. oui, oui, bien sûr, il y a plein de facteurs qui jouent dans ce côté vie perso. Il y a plein de facteurs et comme tu le dis, tu as aussi notamment un chef ou une chef qui va pas forcément t'aider. Après, le bouquin s'appelle Self Manager justement pour se dire comment moi-même je peux m'aider un maximum voilà, à déconnecter. Et ça, à part si tu vis avec ton chef ou ta chef, normalement à la maison, tu es à peu près libre de tes mouvements. Donc voilà, c'est vraiment pas de la poudre de perlimpinpin, comme dirait le président de la République. Voilà, c'est qu'est-ce que je peux faire moi pour justement me protéger un maximum si je sens que voilà, je sacrifie trop ma vie perso à ma vie pro. Mais après, effectivement, comme tu le dis, il y a plein de facteurs. Et, et évidemment, je serais fou de te dire que après la lecture de ce livre, tu as 100% de chance d'être totalement à l'aise vis-à-vis de cet équilibre-là. C'est pour ça qu'il y a d'autres choses dans le livre, notamment autour de la vie pro, qui là aussi, je pense, t'aident à mieux gérer aussi cet aspect-là. Oui, alors effectivement. Alors, l'aspect 5 jours, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, parce que finalement, c'est une espèce de programme, on va dire, on se fait une semaine de planification, reconfiguration de sa vie, on pourrait dire un petit peu. Ouais, c'est un peu ça. L'idée, elle est assez simple, c'est de se dire que chaque jour, je vais mettre en place des actions qui vont me permettre déjà de reconfigurer à la fois mon organisation au travail, mais aussi voilà des aspects de ma vie perso que je pense améliorables, voilà ou optimisables. Donc tu as plusieurs parties dans le bouquin et chaque partie correspond finalement à une typologie d'action. Donc notamment la première partie, elle est liée justement à la clarification de ces projets. Donc c'est là où on va aller chercher des outils. Je parlais d'outils, hein, donc finalement il y a deux types d'outils principalement dans le bouquin. Tu as des outils méthodologiques qui sont inspirés de toutes les nouvelles formes d'organisation d'entreprise. Je parle pas mal d'holacratie. On pourra y revenir si ça t'intéresse, si ça intéresse tes auditeurs, mais qui remettent en fait la raison d'être, le pourquoi des choses au centre du travail. Et pour ça, je donne des grilles d'analyse qui permettent justement de se dire finalement je passe 8 heures de ma journée dans un lieu qu'on appelle le travail ou alors en télétravail et finalement pourquoi je le fais et sur quoi on m'attend finalement. Donc cette partie-là, elle est importante, c'est pour ça que c'est la première, c'est pour ça qu'il y a cette notion de 5 jours, parce qu'il y a quand même des choses qu'on doit faire, un petit travail de fond qu'on doit faire avant de se lancer dans des choses plus concrètes d'un point de vue opérationnel. Et après, tu as d'autres parties, et notamment autour de la configuration des outils. Donc, encore une fois, c'est une boîte à outils. Là, cette fois-ci, tes outils digitaux, hein, tu vois, la configuration de ta boîte mail, par exemple. Par exemple, se dire qu'on peut enlever les pop-up de notifications qui viennent te déranger là, toutes les 5 minutes en moyenne sur ton PC ou sur ton Mac et qui vont te forcer, soit tu vas tomber dans la course à la réponse au mail, ce qui n'est pas une bonne chose, soit tu vas être à minimum dérangé. Et puis tu as d'autres parties autour notamment de la collaboration qui est vraiment une compétence qui est aujourd'hui recherchée par les entreprises. Comment je collabore avec les autres? Les entreprises décilotent, c'est-à-dire que voilà, les directions travaillent entre elles pour créer des produits, des services. Mais voilà, ça demande quelques modifications dans son comportement, dans ses compétences à minima. Et puis la dernière partie, comme tu l'évoquais, qui est orientée autour de la vie perso. Donc chaque jour, voilà, quelques actions qui vont permettre finalement de commencer à reconfigurer son organisation à la fois pro et perso.
Et c'est pas grave si on fait pas en 5 jours, hein. Je pense que tu l'as bien compris. Mm. L'important étant que tous les jours, voilà, de prendre quelques actions qui vont permettre de s'améliorer ou d'être plus à l'aise avec son travail et sa vie perso. Oui, alors effectivement, après, on peut aller piocher, il y a plein d'outils, hein, que t'as les piocher dans plein de méthodes, hein. Alors des fois, il y a des trucs sur l'agilité, on retrouve du Kaizen, on trouve plein de choses dans ce zone-là, alors des choses dont on parle souvent. Alors après, bien entendu, les uns et les autres, on va essayer d'assembler les choses. Moi, c'est une grande discussion qu'on a à la maison, par exemple, parce que dans ton livre, tu parles de Trello, et c'est une discussion qu'on a avec ma femme. Il y a des gens qui sont fans de Trello, il y a des gens qui n'arrivent pas à utiliser Trello, il y a des gens qui disent, mais je vais passer du temps dans Trello et tout, etc. Donc il y a plein on va dire de pistes, hein. C'est surtout des grandes pistes à explorer en fait. Oui, il y a pas mal de pistes, il y a des choses très concrètes. Tu parles de Trello, effectivement. Alors moi, je fais plutôt partie des gens qui aiment beaucoup cet outil-là. Voilà. Euh, Pourquoi? Parce que c'est un outil, alors notamment quand on est manager, mais je pense aussi quand on est impliqué dans n'importe quel projet, qui permet d'avoir un référentiel commun en termes de progression d'action. Enfin, c'est des outils. C'est un outil au départ de Kanban, hein, donc c'est vraiment fait pour savoir ce qui est à commencer, ce qu'on est en train de faire et ce qui reste à finir et ce qui est fait. Et moi, je l'ai pu le tester, entre guillemets, à la fois dans mes activités pro avec mon équipe, avec qui on a mis en place un Trello assez rapidement, avec des gens qui ont des profils très différents, et très rapidement, la sauce a prise. Donc, je me suis dit que cet outil avait vraiment une puissance. Voilà. Après, il y a des gens, c'est vrai, qui adhèrent pas du tout, mais avait une sorte de puissance en termes d'adoption que j'ai pas retrouvé beaucoup d'outils. Voilà. Mm. En l'occurrence, Trello marche très bien. Et puis dans mes activités, tu vois, pro, mais cette fois-ci dédiées au podcast ou au livre, c'est un outil que j'utilise aussi, notamment pour le livre, par exemple. J'ai partagé le plan avec une quarantaine de camarades pour qu'ils puissent justement euh, réagir au plan du livre et me dire, bah tiens, telle partie. Je comprends pas très bien, ou alors tiens, t'as oublié telle partie, etc. Tu vois, un truc tout bête. Je fais le constat dans le livre que un tiers de la population active pratique le télétravail plus ou moins régulièrement. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus naturellement du fait du contexte de confinement. Mais j'avais pas pensé au début à mettre une partie sur le télétravail, alors que moi-même je le pratique régulièrement. Donc voilà, ça fait partie de ces outils qui amènent naturellement de la collaboration. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi de la méthodologie à voir, etc. Mais voilà, sans un bon outil, on aura toujours plus de mal à atterrir ou en tout cas à aboutir à ce qu'on veut, à atteindre ses objectifs. Non mais c'est vrai que Trello est un outil. Alors moi, ça fait longtemps que j'utilise, tu vois, en fait. Et c'est vrai que au bout d'un moment, comment dire, c'est pas que je l'aime pas en fait. Voilà, c'est pas que je l'aime pas, c'est que moi je travaillais. Alors toi tu le vois, mais derrière j'ai mon tableau là. Et mon tableau c'est mon Kanban avec des post-it, hein, voilà, sur le truc comme ça. Et en fait, ce que je veux dire là-dedans, c'est que souvent on passe plus de temps à organiser la gestion des tâches qu'à faire les tâches elles-mêmes en fait. Et c'est l'un des pièges dans lesquels il faut pas tomber. Alors c'est vrai que Trello quand même, la prise en main est assez rapide, j'ai envie de dire. Mais c'est un petit peu le souci qu'on a souvent d'ailleurs avec tous les livres, hein, c'est qu'on passe plus de temps à lire le livre qu'à appliquer les conseils du livre. D'ailleurs, c'est pour ça, tu vois, que en tant qu'auteur, je me dis, est-ce que tu as un conseil pour que j'applique les conseils de ton livre? Alors j'ai quelqu'un, alors c'est pas un conseil qui est issu enfin c'est pas moi qui vais donner ce conseil-là parce que j'en suis l'auteur et du coup ce qui m'intéresse moi c'est de voir comment les gens l'utilisent en fait, voilà, pour Ouais. être très honnête. J'ai de la chance parce il a eu plutôt un bon démarrage, donc du coup j'ai des gens qui me font des retours. Euh, et un de ces retours que j'ai trouvé intéressant, c'est que plusieurs personnes m'ont dit qu'ils l'avaient toujours sur eux, en fait. Parce que le livre est organisé par fiches. Alors, il est organisé par jour, hein, comme tu l'évoquais précédemment, mais aussi par fiches. Là, dans chaque jour, je vais trouver finalement des réponses à des questions qu'on se pose régulièrement. Et donc, l'avoir tout le temps sur soi, puis aller piocher, après l'avoir lu, ici ou là, pour répondre à une problématique du moment, te permettra de rentrer justement dans une logique d'amélioration continue. Tu l'évoquais tout à l'heure avec Kaizen, qui est une philosophie, si je puis dire, hein, de travail qui consiste à chercher le petit pas plutôt que le grand soir quand on veut changer les choses. Donc typiquement, voilà, à se dire que, je vais donner un exemple hein, justement de cette philosophie-là, se dire qu'en termes d'amélioration continue, bah, on va arrêter de regarder sa boîte mail toutes les 5 minutes et puis qu'on va éteindre son logiciel de mail la plupart du temps et puis faire 2 sessions, caler 2 sessions de traitement de mail tous les jours.
Bah voilà, ça c'est pas, ça demande pas un grand effort en termes tu vois, de mise en place. Par contre, c'est une habitude à prendre. C'est une habitude à prendre et ça peut se prendre en plusieurs fois. Tu peux très bien, tu vois, l'appliquer pendant une semaine et puis te relâcher un peu une journée et puis après y revenir. Voilà, c'est ça l'idée, c'est que tu aies les grands principes en tête et que tu aies ce système de fiches qui te permettent très rapidement de trouver des solutions, en tout cas à tes questions du moment. Bon, sur ces mails, de toute façon, le problème, c'est que on a la fameux syndrome du FOMO, hein, la peur de manquer quelque chose, de pas être réactif, etc. Mais qui se traduit dans plein de trucs, parce que moi, j'avais horreur quand je travaillais dans un bureau que quelqu'un m'envoie un mail et qui me dise, viens me voir sur mon bureau, me dire, je t'ai envoyé un mail, ce qui était je trouve, le pire des comportements. Et surtout, alors, tu vois, pour revenir sur mon chef, il a envoyé un mail le matin pour dire bonjour, et puis ensuite, il t'a envoyé un mail pour dire, je viens de t'envoyer un mail. Et alors, bon, c'est sûr, tu vois, après on a des expériences qui sont un petit peu, on a les expériences qu'on a comme expérience après dans les structures. Pourtant, tu vois, c'est des gens qui paraissent intelligents comme ça sur l'instant, mais on se rend compte quand ils ont des équipes à gérer, ils deviennent, il y a des gens qui deviennent tyrans en fait sans s'en rendre compte, je pense, parce qu'ils sont sous la pression d'objectifs, sous des choses Ouais. comme ça. Et toi, t'arrives là-dedans, tu dis, ouais, mais moi. J'ai pas son objectif à lui, quoi. Moi, mon objectif, c'est de m'occuper de mes enfants. Je sais pas si t'as 2 enfants, peut-être, ou combien t'en as. C'est d'avoir du temps, c'est d'avoir un podcast, c'est d'aller courir, parce que tu cours en plus. C'est de faire un bouquin, etc. Donc, à un moment donné, c'est ça, cette espèce de difficulté à cumuler cette espèce de choses qui sont un peu compliquées, parce qu'en plus ton chef lui va dire ouais mais moi je veux faire carrière et tout, l'autre il va m'aider à avancer absolument sur les projets. Donc est-ce qu'il faudrait donner à son chef le livre, tu vois? Bah écoute, oui, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est une bonne proposition que tu fais. Euh, je pense que dans ce que tu as dit, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'effectivement, le self-manager tel que je l'entends, c'est quelqu'un qui est capable de déconnecter, parce que la déconnexion, c'est important dans le sens où ça va aussi te permettre de recharger tes accus et d'être plus performant au boulot. Donc, je pense que ça, c'est prouvé scientifiquement et donc tout le monde commence à le comprendre. Et deuxième chose, tu as effectivement cette capacité d'écoute que peut avoir ton chef. Euh, Très franchement, il y a sûrement des gens voilà, qui ont comment dire, des problèmes entre guillemets psychologiques ou des pathologies qui font que voilà, ils seront jamais de bons managers, mais voilà, finalement, je pense qu'on évolue, chacun évolue, et c'est ça qui fait la beauté aussi d'une vie. Mais euh, justement, dans le livre, tu as une partie qui est consacrée au feedback, Mm. qui est pour moi essentielle. C'est-à-dire que justement, que ce soit en tant que chef d'ailleurs ou en tant que collaborateur, manager, si je puis dire, il y a aussi cette partie qui consiste à dire, bah, finalement, pour redonner du sens à mon job, il y a non seulement ce que j'évoquais autour de la raison d'être, donc qu'est-ce que je fais pour qui et pourquoi, et aussi bah, finalement très régulièrement poser 4 questions, jusqu'à 4 questions, à la fois à son manager, voilà, en tant que manager aux gens que tu manages, bah, c'est ce que je fais avec mes équipes naturellement, je peux pas l'écrire, ne pas le faire, et ce que j'appelle les clients internes, c'est-à-dire les gens pour qui tu travailles aussi au Mm. sein de l'entreprise, parce que généralement on est très interdépendant et on travaille toujours finalement pour quelqu'un au sein d'une boîte qui n'est pas forcément uniquement ton manager. Et donc là, dans le livre, tu vas retrouver 4 questions qui vont te permettre justement de récolter du feedback et justement derrière de penser à un plan d'action ou te dire que tiens, il te manque une compétence ou à contrario de découvrir que tu as une super compétence que tu n'avais pas repérée ou tu étais trop modeste pour la mettre en avant et que tu ferais mieux de l'utiliser dans les 6 mois qui arrivent. Donc cette notion de feedback, elle est vraiment importante et je pense que le manager moderne, en tout cas, et c'est ça qu'on voit de plus en plus, et c'est cela qu'on se tourne, c'est prendre du feedback de la part de ses équipes. Mm. Voilà. On pourrait dire d'ailleurs que c'est une compétence, enfin, en fait, c'est peut-être la compétence essentielle que doit avoir toute personne, c'est d'être capable finalement d'évoluer, de s'adapter, parce qu'on parle beaucoup des compétences techniques, on parle beaucoup des têtes bien faites, des ingénieurs qui savent réfléchir, qui savent faire des trucs, etc., des gens qui ont fait des grandes études et autres, mais
en fait, dans les soft skills, les fameuses compétences comme ça, c'est ça qui est en train d'être fortement valorisé, et je pense que ça va être encore plus valorisé. Moi, j'avais dit au début du confinement que je pense que dans mes clients, ça permettrait de faire un tri, tu sais, entre les gens qui comprennent rien. Oui, oui, j'ai une fille à la maison, donc tu comprends que on peut pas travailler comme d'habitude et que il y a des moments où non, on peut dire non, et puis des gens qui ont de l'humain, tu vois, qui comprennent que bah oui, il y a des conditions, qu'à un moment donné, c'est normal aussi que les gens ils aient besoin de partir plus tôt, qu'ils aient besoin de faire du sport, qu'ils aient besoin de dormir, qu'ils aient pas envie de faire des séminaires de tous les week-ends ou je sais pas d'où pour aller réfléchir sur je sais pas quoi, tu vois. Enfin, il y a je pense que ça fait partie des compétences que tout le monde doit essayer de développer, travailler, etc. quoi. Oui, tu fais appel à la notion qui est celle de l'empathie, qui est aussi d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre, et puis en discutant de ces points de vue, d'arriver à la solution qui convient le mieux à chacun. Donc c'est une compétence essentielle du manager, mais aussi, et comme tu le disais, des collaborateurs. Je reprendrai un peu une citation de quelqu'un qui s'appelle Jürgen Appelo, qui est un des pontes de l'agilité voilà, dans le monde, qui a écrit de très bons bouquins sur le sujet. Et il te dit, bah voilà, il faut peut-être moins de managers, mais plus de management. Et donc ça, c'est dans les mains de chacun. C'est pas parce qu'on n'est pas manager qu'on ne sait pas finalement manager les autres, entre guillemets. Ou en tout cas comprendre l'autre pour mieux collaborer avec lui. Et finalement, tu as aussi une notion qui me paraît importante, c'est le juste nécessaire. C'est-à-dire, finalement, dans plein de métiers, à force de vouloir être bon élève, on fait plein de choses qui n'ont pas un impact délirant sur le monde, entre guillemets. Donc je prends un exemple, le PowerPoint. Le PowerPoint est un outil à la fois magique parce que il t'offre plein de possibilités de mise en forme de l'information, mais en même temps on peut s'y perdre. C'est-à-dire que faire des PowerPoint de 40 pages n'est pas forcément ce qui va, en tout cas si on se borne à ça, ce qui va te permettre d'avoir un impact auprès des autres, auprès de tes clients, auprès de tes fournisseurs, enfin, tu vois. Et donc il y a aussi là-dessus une philosophie dans le livre qui consiste à dire finalement c'est pas tellement le PowerPoint qui est important, c'est votre capacité à incarner un message, aller trouver les bonnes infos pour soutenir le message. D'où aussi des ponts que je fais avec l'art oratoire et l'intervention de quelqu'un qui s'appelle Stéphane André par exemple, qui est de dire voilà, c'est le message et vous devez incarner le message, vous devez incarner l'idée. Voilà. Et ça, il suffit pas de faire des slides en fait. Voilà. Oui, simplement. Alors le PowerPoint, qui est l'ennemi juré de Jeff Bezos chez Amazon, faut le Exactement. dire, qui fait partie des gens. Il dit si vous avez un PowerPoint, envoyez-le et puis on le regardera et puis on en parlera en discussion. Mais il interdit les PowerPoint, en tout cas en projection, dans son entreprise. Mais ce qui a fait appel aussi, mais c'est peut-être après des questions de culture, j'ai vu un truc l'autre jour, je sais plus, je suis incapable de le retrouver, c'est dommage. Disant que finalement la capacité à s'exprimer, tu parlais d'art oratoire, ce qui est extrêmement intéressant, fait souvent partie des qualités qui sont sous-estimées ou en tout cas pas assez travaillées, développées chez plein de gens. Moi qui fais beaucoup de cours, bon même si maintenant je suis en train d'arrêter toute cette partie-là, j'étais toujours surpris, j'ai des étudiants qui sont pourtant des bac plus 2, 3, voire des fois plus, j'ai l'impression qu'ils sont incapables d'exprimer un message en fait, que comme si alors il y en a qui sont plus faciles et qui arrivent plus facilement à le faire, et puis il y en a qui pour eux c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. J'en ai même vu d'ailleurs qui étaient tellement en retrait qu'au bout d'un moment on sait même pas ce qu'ils pensent, alors pourtant ils pensent plein de choses qui sont super intéressantes, et que ça fait partie, c'est vrai que tout ce qui est notion d'art oratoire, de s'exprimer, etc., c'est pour ça que j'aime autant ce que je fais moi, c'est que je dis voilà, je vous donne des outils pour mieux vous exprimer quoi. Ça fait partie aussi de notions qu'il faut absolument travailler quoi maintenant, mais qu'on soit salarié, qu'on soit freelance, qu'on soit manager, qu'on soit chef d'entreprise, parce que le nombre de chefs d'entreprise qui savent pas communiquer, c'est aussi assez impressionnant. Alors je parle pas des grandes, je parle des petites. Quoique, chez les grandes aussi, il y a quand même quelques-uns qui sont pas très doués. Il y a un taf énorme quand même quand on regarde un petit peu le monde du travail, quand on est dedans. Oui, alors je pense qu'il y a aussi... c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai fait plusieurs épisodes du podcast avec des gens qui s'occupent qui ont cette problématique en tête. Donc j'évoquais Stéphane André qui a fondé l'école de l'art oratoire. Il y a aussi une autre personne qui s'appelle Adrien Rivière qui a écrit sur le storytelling, un très bon bouquin d'ailleurs.
qui s'appelle L'homme est un conteur d'histoire. Et dernièrement, Victor Ferry, qui s'occupe de rhétorique. Et ce que je retire de ces discussions, et aussi de ce que je peux voir moi, c'est que déjà, je pense qu'il y a aussi une problématique de culture, c'est-à-dire que chez nous, quelqu'un qui parle bien, c'est un beau parleur, il nous raconte des histoires, tu vois. C'est pas vécu positivement comme ça peut l'être dans d'autres cultures, notamment la culture anglo-saxonne. Et puis, je pense que finalement, c'est vrai on s'est jamais trop entraîné à bien parler. On a un peuple plutôt de l'écrit, je pense. Et donc, effectivement, ça joue aujourd'hui, et ça joue dans le sens où on fait passer beaucoup de choses par l'écrit, et peut-être un peu moins par l'oral, mais on aura besoin de faire passer de plus en plus de choses par l'oral. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, on décilote, et donc finalement, les liens qu'on a avec les autres sont plus forcément des liens hiérarchiques. Et donc, il faut aussi entraîner les autres dans son projet. Voilà. Et pour entraîner les autres dans un projet, certes, il y a l'écrit, mais le fait de savoir tenir un discours, de trouver le bon mot au bon moment est super important. Et donc, je pense qu'on a tous intérêt à travailler cette compétence-là, qui va nous faire aussi économiser du temps en PowerPoint. Tu vois, finalement, c'est pas cumuler comme on ferait dans un hamburger les différentes couches. C'est plutôt de se dire finalement quelles sont les compétences qui vont me permettre aussi de gagner du temps. Et je pense que finalement l'art oratoire est vraiment un facteur ou une compétence qui permet de gagner du temps finalement et d'entraîner plus rapidement les autres. Oui, alors surtout qu'en plus, moi je le dis très souvent, c'est que les gens ont l'impression que parce que le mail est un support écrit, c'est les mêmes codes que l'écrit. Alors qu'en fait, on est quand même dans des codes, en tout cas bien souvent quand dans le régulier, je parle pas quand c'est avec un client ou des choses comme ça où il peut y avoir des certaines formes, mais tous les supports écrits qu'on a sur Internet, alors je parle aussi du mail, de Twitter, on peut parler de plein de supports, sont finalement des supports qui sont plutôt oraux, retranscrits, parce que souvent on dit quand tu veux faire un tweet, pense-le avant de l'envoyer, mais c'est la réussite d'un tweet finalement, c'est surtout que c'est plutôt une pensée qu'on exprime. Donc on reste finalement dans la parole plutôt que dans la notion purement écrite. Ouais, c'est des médias un peu mixtes, un peu comme Slack finalement, ou WhatsApp. C'est des médias sur lesquels on va avoir un ton qui est plus informel. Du coup, peut-être des rapports plus transparents. En tout cas, je parle de Slack ou de Discord, enfin tous ces outils-là. Tandis que par mail, on a tendance, c'est ce que je mets un peu dans le livre aussi, on a tendance à formaliser. Et en formalisant un peu trop, on est peut-être un peu moins transparent, on est peut-être un peu plus justement, on favorise pas forcément la collaboration. Voilà, c'est ça que je veux dire de façon plus nette et précise. Et donc ces outils-là qui sont à mi-chemin entre le formel et l'informel aident beaucoup à la collaboration. Et c'est pour ça que je parle aussi de ces outils-là dans Self Manager, parce que pour l'avoir vu, c'est des outils qui permettent aussi de construire un collectif. Et d'ailleurs, au-delà de ma petite personne, j'ai fait appel au témoignage de quelqu'un qui s'appelle Anthony Lambert, qui a une boîte qui fonctionne uniquement en télétravail et qui nous dit que finalement les piliers pour construire un collectif quand on est tous en télétravail, comme on l'est pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est notamment en termes d'outils, c'est la visio et des outils de messagerie d'équipe comme Slack, Discord et autres. Donc vraiment, ça joue un rôle essentiel dans la construction d'un collectif. Et c'est pour ça qu'il faut regarder ces outils-là. Ouais. Et ce qui est pas, il faut rappeler quand même qu'il faut laisser un espace machine à café dans Slack, parce que exactement. Et un espace mur des citations. Ouais, parce que moi je blague beaucoup avec ça. On a souvent dit que Twitter était la machine à café des freelances, des indépendants qui sont dans leur coin, qui ont pas de monde. Mais en fait, il y a plein de gens qui avec le télétravail et le confinement maintenant découvrent un état d'esprit. Au début, je disais du confinement qu'il y a plein de gens qui vont découvrir la mauvaise facette du télétravail parce que on les met dans des conditions, on nous met dans des conditions qui sont quand même compliquées, ne serait-ce que parce qu'il y a le facteur enfant. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a le facteur enfant et il y a le facteur privation de capacité à sortir comme on veut, etc. Hier, je discutais avec quelqu'un quand même qui n'a pas vu de gens depuis 2 mois, qui est dans son confinement, qui est célibataire, donc qui finalement fait en télétravail, et je lui dis mais tu prends le travail lundi? Elle me dit oui, à ma demande, parce que j'ai besoin d'avoir ce contact humain, etc. L'homme est social par définition, en fait. On a besoin, alors certains plus que d'autres, moi moins que d'autres, on va dire, et d'autres plus que d'autres.
Ça, c'est les caractéristiques des uns et des autres. Hein. Moi, ma caverne me va bien. Tout ça pour dire que, en fait, je sais plus où j'en étais, mais que dans les Slack, oui, dans les trucs comme ça, on a besoin d'avoir des espaces où on parle finalement de plein d'autres choses, parce que le lien qui se fait entre les gens, c'est pas sur le boulot. En fait, c'est pas sur le. Et c'est pour ça d'ailleurs, Simon Sinek, c'est intéressant. Je pense, t'as lu le livre, je sais pas, je me rappelle pas si tu le cites ou pas, le pourquoi, la recherche de son pourquoi, etc. En fait, c'est jamais ce que l'on fait vraiment qui est vraiment intéressant, qui va vraiment intéresser les gens, parce que finalement, on en a rien à faire. Moi, je dis pas que j'en ai rien à faire de ton livre, hein, attention, hein, ne te trompe pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu l'as fait, en fait. Tu vois, c'est finalement, est-ce que tu vois, quand tu écris ton bouquin, quand tu as l'idée de ton bouquin, tu te dis, je veux passer parce que j'ai fait des trucs, il y a un truc que je voulais faire passer parce que ce que j'ai marché chez moi, je pense que ça peut servir à plein de gens, parce que on me demande plein de conseils et puis j'en ai marre de les donner toujours à l'oral, je vais les donner d'une autre manière, ou tu vois, enfin, c'est quoi quand tu te lances dans l'écriture d'un bouquin qui fait, je regarde toujours dans 200 pages, on va dire, grosso modo, un petit peu moins, ce qui reste quand même un gros projet, je sais pas combien il y a de mots dedans. C'est quoi l'animation, tu vois, c'est le point de départ qui dit, mais pourquoi tu fais ça, en fait? Alors, je vais te répondre en deux points, pas comme Comme les hommes tu- politiques. Non, parce qu'en fait, dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui m'a interpellé, qui est essentiel, en fait. Il y a même 3 points, tiens, allez. Il y en a plus, je vous le mets. En fait, tu parles du pourquoi. Et justement, ça, c'est un point essentiel de tout ce qu'on voit dans les nouvelles méthodologies de travail et que moi, je peux voir autour de moi pour m'intéresser beaucoup à l'agilité. L'agilité, c'est ça, en fait. C'est finalement, on met le pourquoi au-dessus du comment. Et tu évoquais Simon Sinek, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, quand on décrit une fonctionnalité, tu vois, quand tu veux créer un produit, tu dis je veux qu'il fasse ça. Tu dis je veux que ça fasse ça, mais tu précises pourquoi tu veux que ça fasse ça Hmm. en fait. Hein. Donc, je sais pas, moi, je veux que dans mon Skype, il y ait une fonctionnalité euh, fond d'écran flou afin de préserver l'intimité, par exemple, des Hmm. utilisateurs quand ils sont en visio. Tu vois, c'est ça qui est le plus important finalement dans la phrase. Euh, et donc ça, c'était voilà, ça c'est vraiment essentiel. C'est toujours revenir à ce pourquoi dans tout ce qu'on fait. Et finalement, c'est vrai, tu as raison. Le comment est secondaire par rapport à ça, et le comment peut changer. Le pourquoi changera certainement moins dans le temps, c'est-à-dire que pendant 6 mois, 1 an, tu auras sûrement la même raison de faire les choses. Mais par contre, la façon dont tu le fais peut changer beaucoup plus souvent naturellement. Ça peut être un fond d'écran flou aujourd'hui, ça peut être un fond d'écran avec des palmiers demain, tu vois. Enfin, Hmm. voilà, si je reprends mon image. Le deuxième point, tu évoquais voilà, cette notion de confinement. Et puis finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de dégoûter les gens du télétravail? Euh, je pense qu'il y a. Alors moi, ce que j'analyse, et d'ailleurs c'est une bonne discussion aussi, c'est que finalement la transformation des méthodes de travail jusqu'ici se passait dans une berline allemande. C'est-à-dire que ça allait assez vite finalement. C'est un peu l'introduction de mon livre. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, pour faire le lien avec ta question. C'est parce que je vois que beaucoup de choses évoluent dans le monde du travail. Euh, donc tu as effectivement cette notion d'agilité, tu as cette notion de télétravail, justement, 1 tiers des actifs, hein, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui sans doute beaucoup plus. Tu as cette notion d'équilibre vie privée, vie perso, le fait que on a aussi un smartphone tous aujourd'hui pratiquement dans notre main qui fait que on a aussi des choses des nouveaux moyens de travailler. Euh, et du coup, voilà, on met les gens en situation de confinement. Ils sont avant, ils étaient dans cette berline allemande qui allait relativement vite, où on changeait un peu leur méthode de travail assez souvent. Mais finalement, ça allait. Enfin, en tout cas, ça va plutôt dans le bon sens. Mais aujourd'hui, avec le confinement, on les a fait passer de la berline allemande à la Ferrari, quoi. C'est-à-dire que la transformation, maintenant, ça se fait en appuyant à fond sur le champignon. Donc, il y a deux choses. C'est à la fois, je pense que ça rassure beaucoup de gens sur la capacité des gens à travailler en télétravail. Hmm. Parce que finalement, même si il y a des gamins, même si voilà, les gens sont loin les uns des autres, ils arrivent quand même à collaborer. Ils arrivent à faire avancer leur dossier. Donc on se rassure de ce point de vue-là. Mais en même temps, on prend tous conscience de cette glu sociale qu'est l'informel. Tu vois, Hmm. ça rejoint ce qu'on se disait juste avant, c'est-à-dire cette discussion à la machine à café, cette discussion dans le couloir, ce petit point que tu as avec ton chef totalement informel en fin d'après-midi, où tout le monde est un peu plus relax et finalement on va peut-être se dire les choses
plus sincèrement et on les analysera peut-être avec un peu plus de recul que pendant la journée. Tout ça, c'est super important. Et donc, moi, mon analyse, c'est que quand on va revenir, quand on va tous se retrouver, voilà, on aura tous pris conscience de ça et sans doute qu'on va mettre en place de nouvelles choses, peut-être des moments totalement dédiés à l'informel, puisqu'on a commencé d'ailleurs pour beaucoup à mettre en place pendant cette période-là, et qui vont nous permettre de sacraliser un peu cet informel, ce lien qu'on a tous les uns avec les autres, sans doute des petits déjeuners, des choses comme ça. Tu vois, par exemple, nous avec mon équipe, tous les lundis, on se réunit sur Zoom et on se fait un petit déjeuner, tu vois. Donc, on a déjà mis en place ça. Justement pour sacraliser l'informel et se dire et prendre soin finalement aussi les uns des autres, finalement dans cette période un peu difficile. Donc on passe finalement dans cette période, on passe de la sidération à l'adaptation et bientôt on va en tirer les conclusions ou en tout cas sûrement de nouveaux usages au quotidien dans nos méthodes de travail. Ouais. Et alors moi, tu vois, je me dis, les gens, ils vont. Par contre, l'open space, tu vois, j'espère quand même que ça va le condamner. Les open space bruyants. Non, mais après, moi, tu sais, j'ai fait des cours à des gens qui sont en gestion de communication des open space. C'est un truc c'est-à-dire que, enfin, voilà, pour expliquer aux gens, c'est des gens qui travaillent. Je forme des gens en RH et j'ai des gens en RH. Ils ont un projet, c'est de dire, on a 30 personnes dans un open space aménagé avec des espèces de murs coupe-sons, etc. Et les gens ne le supportent pas, ils en ont marre de travailler, il y a des guerres de savoir celui qui est placé vers la machine à café, celui qui est placé vers l'entrée, celui qui a le courant d'air, etc. Et en fait, ils ont tous envie de voir des espaces qui soient plus restreints, avec moins de monde, etc. Et je me dis, mais ça peut qu'amplifier, parce que tout d'un coup, quand t'as découvert que tu pouvais travailler beaucoup plus efficacement, quand t'as pas quelqu'un qui te passe en constamment, quand t'as pas tous ces bruits, tu vois, tous ceux qui travaillent avec les casques anti-son, anti-bruit, etc. Tout d'un coup, je me dis, mais... est-ce que les gens vont supporter certains aspects, tu vois, qui étaient auxquels on finit par se faire, mais qui finalement vont devenir dire oh, on était bien chez nous finalement pour avancer, quoi. Je pense que ça va dépendre de la situation. Typiquement, quand tu as des enfants à la maison, je pense que la capacité de nuisance d'un open space, en termes de productivité, j'entends, naturellement. Je veux pas dire que mes enfants sont nuisibles, loin de là, évidemment. Non mais tout est enregistré, on leur dira plus tard. Non, mais la capacité de concentration quand tu as des enfants à la maison est quand même plus difficile, évidemment, par rapport à ce que tu peux vivre sur un open space. Après, effectivement, oui, l'open space est pas forcément la meilleure chose pour la concentration. Après, tu as des équipes qui le gèrent plus ou moins bien, avec des règles plus ou moins formalisées pour éviter de se déranger les uns les autres. Voilà, je pense que dans ce cas-là, pour le coup, ça fait partie aussi des choses qui sont entre guillemets imposées par l'entreprise. Dans ce cas-là, je pense qu'effectivement, la question à se poser, c'est comment je peux limiter entre guillemets les effets nuisibles de l'open space. Donc certains mettent des casques anti-bruit, d'autres écrivent des chartes, tu vois, de vie sur les open space. Voilà, c'est plus ça qu'il faudra sans doute faire en rentrant. Mais après, je te rejoins assez sur le fait que l'open space n'est peut-être pas la panacée. Ça facilite la collaboration. Mais après, je pense qu'il faut aussi laisser du temps aux gens pour être un petit peu seuls dans leur caverne et faire du travail, du deep work, comme le disait Cole Newport, justement, et travailler vraiment profondément sur des problématiques. Et pour ça, ça nécessite de ne pas être dérangé, voilà, tout simplement. C'est l'intérêt aussi d'avoir des espaces de télétravail réguliers, c'est de pouvoir être chez soi, de se dire, aujourd'hui, j'ai pas forcément de réunion, et je vais pouvoir travailler seul à une problématique ou à je ne sais quelle présentation ou à développer je ne sais quel site à la maison. Mais là où j'ai vu des choses qui étaient intéressantes aussi, c'est que j'ai vu des chefs d'entreprise qui ont découvert les bénéfices du confinement, pardon. Parce que eux aussi ils retrouvent cette notion de dire je suis beaucoup moins dérangé, je peux gérer beaucoup plus tranquillement les choses. Et rappelons quand même que la notion enfant, présent, etc. C'est pour ça que je dis le confinement est une période vraiment particulière pour découvrir le télétravail. C'est que quelqu'un m'a dit mais moi ça fait 20 ans que je travaille en télétravail, j'ai toujours eu les enfants et tout. Et je dis oui mais les enfants d'études sont à l'école. C'est ça le facteur en fait, c'est pas le facteur enfant, le problème c'est pas le facteur d'être à la maison ou pas, c'est le facteur que il y a un facteur enfant qui eux leur boulot c'est de jouer, de faire du bruit, etc. et des fois de faire leurs devoirs et que en plus on nous a rajouté
pour vous, qui avez des enfants plus vieux, la notion qu'il faut leur faire leurs devoirs, et que en plus il y a des profs qui ont mis des couches de devoirs, alors qu'un gamin, on peut pas le faire travailler plus de 2 heures dans la journée, parce que il y a en plus lui aussi là cette notion de distraction à gérer. Donc c'est ça en fait, ce côté-là de dire, il y a des gens qui vont se dire, alors si maintenant mes enfants sont à l'école, que moi je suis au bureau, moi je suis à la maison en télétravail et tout d'un coup, finalement, le télétravail devient extrêmement agréable pour avancer, parce que ça me crée une condition dans laquelle je me sens potentiellement peut-être super bien, à condition peut-être effectivement que je puisse aller retrouver mes collègues de temps en temps quand j'ai envie d'aller manger avec eux, parce qu'il y a ce côté sociabilisation dont on a besoin en fait. Exactement, je pense que c'est une alternance en fait, de moments. Il y a des moments, pardon, je perds un peu ma voix. Il y a des moments où effectivement on a besoin de socialisation. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais je vais le dire comme ça aujourd'hui. On a besoin de voir ses collègues. Il y a des moments où on a besoin d'être en équipe resserrée tous ensemble pour travailler sur un sujet. Voilà. Et puis il y a des moments où on a besoin d'être seul parce qu'on doit mobiliser fortement ses capacités cognitives, réfléchir à un sujet. Et dans ce cas-là, voilà, faut plutôt être seul. Donc il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution 100% en télétravail. Je pense qu'on en voit un peu les limites quand même aujourd'hui. Il n'y a pas de solution 100% en open space, il n'y a pas de solution 100% tous dans une salle. Je pense que c'est l'alternance de tout ça qui fait que tout se passe au mieux pour chacun. Et voilà, et je pense que petit à petit on comprend. Et c'est dans ces moments-là, en fait, ces moments de crise, ces moments où on nous retire des choses, on nous impose d'autres, qu'on le comprend mieux. Donc voilà, je pense que faudra vraiment se servir de ce moment-là pour en tirer des leçons à minima et voir ce qu'on peut améliorer au quotidien dans nos modalités de travail. Voilà, tout simplement. Mais oui, parce que la peur de beaucoup, c'est qu'on retourne dans des modalités à l'ancienne, alors que bon, forcément, les gens auront évolué, auront vécu les choses différemment. Bon, tu m'as pas répondu quand même à pourquoi tu te lances dans un tel projet, pourquoi tu t'es lancé dans un projet comme ça. Et parce que moi, ça m'amène aussi à une chose, c'est donc le pourquoi tu t'es lancé dans un tel projet et comment on devient auteur. Tu vois, c'est du moment où t'as l'idée, à un moment où finalement, ben là aujourd'hui on est en train d'en parler, ton bouquin on le trouve dans toutes les librairies, chez un éditeur, hein, je dis t'es pas en auto-édité, hein, il est chez Erol, donc pourquoi et comment? Alors le pourquoi, en fait c'est pas du tout linéaire, hein, donc voilà, je vais pas te vendre le truc l'overnight. Ah, je suis super déçu parce que moi je me croyais dans un film américain en disant un soir tu t'es assis à ta machine à écrire et t'as tapé 200 livres. Non, en fait c'est assez simple, enfin c'est à la fois simple et compliqué, mais au départ moi j'avais un problème de gestion de mon temps tout simplement, notamment vis-à-vis des réunions. Voilà, je passais beaucoup trop de temps à mon goût en réunion et pas assez de temps, en tout cas je me retrouvais toujours un peu stressé par ce qui m'attendait en termes de productivité personnelle, production personnelle même, après les réunions. Donc c'était ça le facteur déclencheur. Et ça m'a amené en fait dans des aventures auxquelles je me serais pas attendu il y a encore 10 ans. J'ai créé une application suite à ce point de douleur. Bon, après l'avoir travaillé moi-même, hein, tu vois, justement en allant chercher des méthodes ici ou là, en inventant aussi mes propres méthodes, etc. Et j'ai créé une application qui s'appelle Meeting Sumo, qui est là justement pour aider les collaborateurs des entreprises à mieux gérer leur temps. Voilà. Alors je dis les collaborateurs des entreprises parce que tu comprendras que dans le cadre d'un consultant ou d'un freelance, etc., la notion de réunion recouvre autre chose. Elle recouvre un aspect financier que ça n'a pas forcément dans le cadre d'une entreprise. Voilà. Quand tu n'es pas commercial ou freelance. Donc finalement j'ai créé cette application et dans cette application il y a des choses qui plaisaient aux gens et notamment l'aspect éditorial, les petits conseils que je pouvais donner. Alors c'est pas moi directement qui les donnais, c'est l'application et puis c'était sourcé au travers de mes différentes lectures et ça plaisait beaucoup aux gens et je me suis dit finalement c'est un peu bête de restreindre en fait l'accès à ces outils seulement aux gens qui utilisent l'application et donc j'ai cherché un moyen de le mettre à disposition de plus de gens, notamment des collaborateurs des entreprises, pour les aider justement, et on en vient au pourquoi, voilà, à prendre du plaisir au travail sans sacrifier leur vie personnelle comme on l'évoquait tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai écrit à la fois le bouquin et en même temps, je me suis dit que j'avais besoin d'inspiration et de sortir aussi non seulement de mon cercle d'amis, de mon cercle de professionnels. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé ce podcast qui s'appelle ASAP.
qui me permettait aussi à la fois d'acquérir de nouvelles compétences, de proposer voilà, des discussions avec des gens que je trouve intéressants, et en même temps aussi de nourrir le livre, parce que les premiers invités d'ASAP interviennent dans le livre, voilà, sur des points d'expertise, typiquement d'ailleurs la gestion des réunions, où j'ai invité Louis Vareille, qui est réuniologue, l'art oratoire, comme je l'évoquais, et plein d'autres. Donc je ne sais pas si j'étais très clair dans ma réponse, mais finalement, voilà, c'est un chemin qui m'a amené à ça. Et comment on devient auteur? Bah écoute, finalement là, c'est par relation, voilà, c'est en me disant finalement j'ai cette envie d'écrire un bouquin, et par relation, voilà, quelqu'un m'a mis en contact avec Erol. C'était pas gagné juste à la mise en contact, hein, je veux pas non plus dire que c'est uniquement ça. Après, voilà, il a fallu faire le bouquin. Et pour faire le bouquin, je dois avouer que je me rendais pas compte du travail nécessaire au début. Je tiens à le dire parce que on se rend pas compte de ça. C'est vraiment un énorme travail. Et, à la fois parce que évidemment je fais déjà pas mal de choses dans ma vie. Il fallait trouver un espace pour ça. Donc en l'occurrence, l'espace que j'ai trouvé au début, c'est de travailler le matin à partir de 5h45 pendant les premiers mois pour écrire, on va dire, une première version du bouquin. Et ça m'a pris, voilà, ça m'a pris quelques mois. Et c'était vraiment le plus challengeant parce que je veux bien, je me lève tôt, hein, mais 5h45 c'est quand même assez tôt. Mais ça me permettait d'avoir l'esprit assez frais. C'est vrai que le matin, moi j'ai l'esprit très frais et ça me permettait d'avancer assez rapidement. Et ensuite, voilà, c'est une habitude. C'est un des principes sous-jacents du bouquin, c'est aussi de prendre des nouvelles habitudes. Et pour prendre des nouvelles habitudes, en fait, il n'y a pas de secret. Il y a à la fois évidemment une motivation. Il y a le fait de mettre ton environnement, enfin, il y a voilà, ton environnement au service en fait de ta motivation. Donc typiquement là pour le bouquin, bah, c'est justement, tu vois, je me suis acheté un bureau. Tu vois, typiquement, je me suis acheté un bureau, ce que j'avais pas avant, sur lequel j'ai installé un écran, etc., pour que ce soit facile pour moi en fait d'écrire le bouquin. Rien qu'en écrivant le bouquin, je sois confortablement installé, si tu vois. Ça passe par 10 rituels, donc comme je te le disais, 5h45 le matin, et puis par de la reconnaissance. Donc là, c'est plutôt dans cette phase que j'essaie d'être aujourd'hui, effectivement. Non, mais la reconnaissance, c'est tout simplement d'être édité. Enfin, voilà, c'est de finir ton bouquin après avoir sué sang et eau pendant 6 mois. C'est de finir ton bouquin, de le rendre, qu'il soit édité, et puis d'avoir du feedback, et puis que le démarrage soit plutôt réussi jusqu'ici. En termes de vente. Donc, du coup, c'est tout ce package-là, c'est toute cette histoire-là autour du bouquin. Moi, mon message là-dessus, c'est que c'est une belle aventure, c'est intéressant parce que ça permet aussi de faire un bilan finalement sur pas mal de choses, sur tout ce qu'on a appris sur une thématique. Mais par contre, voilà, faut pas sous-estimer le fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, notamment quand tu le proposes à un éditeur, évidemment. Et oui, et effectivement, alors c'est un sujet dont on avait parlé, mais je pense que la personne qui t'a un peu aiguillé, qui t'a un peu aidé, c'est Janvier. Je l'avais reçu dans l'épisode 325. On avait parlé du marketing vidéo. Alors Janvier, il a 2-3 bouquins, je sais pas combien il a de bouquins, etc. Il y en a 4. 4 bouquins. Il est salarié, hein, vous êtes dans la même boîte. Et c'est vrai que on se rend compte, hein, sur des gens, on dit bah c'est impossible de rentrer ça dans une journée. Je veux faire plein de choses, etc. Et pourtant, oui, ça rentre. Hein, c'est un peu la thématique du truc. Parce que je disais, tu cours aussi, t'as des enfants, t'es pas un ermite. Enfin voilà, t'as pas eu toute la journée pour écrire ton livre, hein, qu'on a l'image de l'écrivain dans son coin qui passe des heures et des heures, etc. Ton métier de base n'est pas d'être auteur, hein, vraiment. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Après, ce qui est intéressant, et je pense que tu fais pareil, c'est finalement ça te met dans la position de prioriser ce qui est vraiment important, ce qui aura un effet. Tu vois, j'ai pas fait chaque chapitre en faisant un PowerPoint avant, tu vois. Pour reprendre la discussion tout à l'heure. Voilà. Je me suis lancé, voilà, j'ai fait un plan, j'ai préparé un minimum les choses, mais ce que je veux dire, c'est que pour le coup, être dans cette position-là t'amène à te dire, et c'est un des outils aussi qui est dans le livre, c'est finalement, par rapport à l'effort que je donne, qu'est-ce qui aura le plus d'effet dans la vraie vie, voilà. Et donc ça t'amène finalement à faire des choix assez radicaux parce que ton temps est limité. Et du coup, tu te concentres uniquement sur ce qui va avoir un effet et qui va tendre vers l'objectif que tu as. C'est très important cette notion parce que
quelquefois dans notre vie professionnelle, on peut être amené à faire des choses qui vont pas forcément nous aider finalement à tendre vers l'objectif qu'on souhaite atteindre, parce que pour plein de raisons, il faut toujours avoir ça en tête. Et se lancer dans ce genre d'aventure, ça te fait prendre encore plus conscience de ça. J'ai un temps limité, qu'est-ce que je fais dans ce temps limité pour faire ce que je dois faire, et non pas il faut que je fasse ça, combien de temps je me donne. Ce qui est une logique totalement différente, totalement différente. Oui, et qui nous ramène à la loi de Parkinson d'ailleurs, qui dit que toute action finit par prendre le temps qu'on lui donne. Voilà, et qui a été étudié. Alors, en plus, c'est marrant parce qu'il a étudié ça au départ dans l'industrie. Ça s'applique. On dit beaucoup pour les fonctionnaires, mais toute grosse structure pour moi ressemble au fonctionnariat. Hein, soyons honnêtes dans les choses. Non, mais parce que c'est une anecdote que je raconte très très souvent. Moi, j'ai travaillé en agence web. On était 5, voilà, tu vois. On passait des heures et des heures. Et un jour, je suis parti en mission chez Michelin. Chez Michelin, et tu te dis, bah, c'est une grosse boîte, c'est du privé, etc. Et quand je suis arrivé devant la porte, ils regardaient l'horloge pour savoir s'ils pouvaient sortir. Tu vois, et c'était l'image qu'on donne du fonctionnaire, tu sais, qui regarde l'horloge, qui regarde le truc et tout. Et j'ai souvent dit aux gens, en fait, c'est pas la structure d'être fonctionnaire dans une grosse boîte ou quoi que ce soit, c'est des conditions qui font que, bah, des fois on est plus ou moins motivé, des fois on a des gens qui nous motivent, on a un environnement. On en revient à cette notion du pourquoi qui est important et que t'abordes, hein, parce que l'entreprise, si elle veut motiver ses salariés, bah, doit leur expliquer finalement à quoi ils servent et comment ils vont s'épanouir eux aussi grâce à l'épanouissement de l'entreprise. Hein. C'est un espèce de chemin commun qui est un petit peu compliqué. Et ce qui fait que c'est vrai que dans les jeunes, moi quand je regarde, j'ai beaucoup de jeunes, tu vois, quand on discute avec eux, dans mes étudiants, qui n'ont pas envie d'aller travailler dans certaines structures, toi, alors moi, c'était toujours mon cas. Alors moi, je suis très confortable avec ça. Moi, j'ai dit, j'ai refusé. Moi, je voulais pas être travailler chez Michelin, je voulais pas être travailler dans les banques, je voulais pas être travailler dans plein de structures. Et en fait, j'ai plein de jeunes en fait qui me disent, oh non mais moi je me vois pas aller travailler là-dedans. Alors ils disent, ouais, on va travailler dans des startups, mais dans les startups on va nous demander tant de trucs, etc. Ça va. La génération qui arrive, elle va arriver avec des outils aussi dont tu parles peut-être pas, mais moi c'est la génération TikTok, Snapchat et compagnie qui va aussi débarquer avec des nouveaux outils. Sont en train de recomposer finalement comment on travaille et comment les gens vont vouloir travailler, avoir envie de travailler, trouver des équilibres, etc. On valorise le sport par exemple, peut-être pas assez, mais peut-être qu'on va le valoriser à nouveau encore un petit peu plus, etc. Et on oublie que la journée en tant que telle, ne fait toujours que 24 heures. Depuis le début de l'humanité, on n'a toujours que ce temps-là pour tout rentrer, quoi. Exactement, exactement. Et en même temps, alors tu as une étude très intéressante qui te dit que 2 tiers des Français aimeraient avoir 2 heures de plus par jour pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et en même temps, on voit les usages sur smartphone qui explosent. Et donc, tu vois, c'est toujours qu'est-ce que tu remplaces pour faire finalement ce que tu souhaites faire, pour tendre vers l'objectif que tu t'es fixé. Et une des solutions que je donne dans le livre, avec les outils qui sont liés, que tu évoquais tout à l'heure, c'est effectivement de se dire, bon bah voilà, essayons de déconnecter un maximum une fois qu'on est à la maison, ou alors si on se connecte, c'est comme moi je peux le faire, pour travailler sur des projets entre le pro et le perso, voilà. Mais cette course à travers le temps, c'est vraiment, je pense, quelque chose dont on prend conscience de plus en plus. Peut-être que l'âge aidant, moi j'en prends conscience de plus en plus aussi, j'en sais rien. Ce serait intéressant de partager un jour là-dessus, mais en tout cas voilà, ça, comme tu dis, les journées donc 24 heures, il faut absolument les utiliser. En tout cas, faut penser à les utiliser au mieux. Voilà. Mais tu vois, et alors un grand paradoxe de ça, c'est que j'ai vu passer une stat. Alors je suis en train d'essayer de rechercher la stat en même temps. Disant qu'en fait l'homme n'a jamais aussi peu travaillé, en tout cas dans notre pays, hein, en tout cas que maintenant. C'est-à-dire que il y a un siècle, on passait 200 000 heures sur 500 000 heures de notre vie à travailler, et que maintenant en fait c'est c'est beaucoup plus réduit, mais que c'est vrai qu'on l'a remplacé par plein d'autres choses. Et alors je sais pas si tu fais référence, je crois que tu fais référence au livre La méthode Make Time, hein, dans le chez toi, que t'as lu, etc. Il y a un livre qui est vraiment très intéressant, qui parle des piscines à débordement. Attends, pardon. Oui, donc la méthode Make Time qui parle de tout ce qui est piscine à débordement, de tout ce qui envahit finalement nos journées. On parle du smartphone, on pourrait parler de YouTube, on peut parler de Netflix, on peut parler de la société du loisir aussi, tu vois. J'ai envie de dire quelque part.
Je dis parce que il y a des gens qui, c'est ça qui est drôle, hein, qui disent j'ai pas le temps pour faire telle ou telle chose, mais qui prennent du temps pour faire d'autres choses. Et c'est pour ça que la notion de priorité était assez intéressante, de dire que finalement ce self-manager, hein, pour reprendre le terme, c'est aussi décider de dire peut-être que j'accepte de faire un barbecue de moins le week-end parce que je veux créer ma vidéo sur YouTube, je veux créer une chaîne YouTube et que j'ai besoin de 2 heures de plus de week-end pour travailler. Ouais, c'est exactement ça. Après, voilà, moi, je pense que si on prend plus de plaisir à faire son barbecue qu'à faire sa vidéo YouTube et avoir des gens qui regardent la vidéo, c'est très bien aussi. Enfin, tu vois, je pense que, comme tu dis, c'est une question de priorité. Par contre, il faut avoir effectivement conscience que le temps est limité et que sans doute que si on veut se lancer dans certaines aventures, ça nécessite un minima de prendre du temps régulièrement et donc d'avoir moins de temps pour d'autres choses euh, qui vont pas t'aider à tendre vers l'objectif. Voilà. C'est vraiment ça le point. Tu as tout à fait raison. Et c'est assez marrant parce que quand tu regardes un petit peu dans le genre du marketing, dans les gens qui vendent des formations, ils disent souvent qu'en fait, il y a énormément de gens qui achètent toutes les méthodes et tous les livres sur comment créer du contenu, comment faire ci, comment faire ça, tous les trucs techniques. Et que souvent, tout ce qui est organisation, hein, et dans ton livre va rentrer dedans, et puis moi j'ai fait une formation sur la gestion du temps aussi qui rentre dedans, sont souvent ce qui est sous-évalué par les gens, en fait, qu'ils se vendent moins, etc. Alors que pourtant, c'est le point principal, c'est-à-dire que à chaque fois, quand on regarde le blocage dans les projets de création de contenu, d'entreprise, de marathon, de plein de trucs, c'est que les gens n'ont pas mis le temps qu'il fallait pour arriver à avancer sur leur projet, parce que c'est pas facile, hein, des fois d'ailleurs, hein, d'arriver à gérer ce temps-là. Un des problèmes, tu vois, qu'on peut avoir dans la gestion du temps, parce qu'on parle de self-manager, et je te parlais de comment on éduque un petit peu les gens autour de soi, etc. Il y a aussi, on a parlé de l'entreprise, mais il y a aussi le côté familial. Hein. C'est une question que j'ai eue notamment de quelqu'un qui disait, alors les gens savent que je suis là pour donner un coup de main, que je peux aider, etc. J'ai du mal à faire respecter mes temps pour moi, ou les temps sur lesquels je pourrais avancer sur mes projets, des choses comme ça. C'est aussi, ça fait partie aussi, quelque part, des problématiques, hein, qu'on peut avoir toute l'année, hein, hors confinement, hors ça, c'est-à-dire de comment finalement on arrive, y compris, et là il y a des gens, et ceux qui sont freelance et en télétravail, ils savent de quoi je parle et qui sont en télétravail toute l'année, c'est les gens qui disent ah mais t'es à la maison, t'as le temps de le faire. Hein, mais tu travailles, mais t'es à la maison. Ça, et cette notion-là qui est très connue, ce qui veut dire qu'on a aussi une éducation familiale. Alors familiale, enfant, c'est une chose, mais je pense beaucoup à frères, sœurs, parents, etc. De leur dire, oui, je suis à la maison, mais je travaille. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, mais je pense qu'il faut le dire. Enfin, j'ai pas de solution miracle à la question que tu poses parce que très honnêtement, je le vis pas, donc je serais bien imprudent de te dire que j'ai une solution miracle. Peut-être formaliser. La voie que j'y vois, moi, en tout cas, c'est de se dire qu'effectivement, tu travailles de telle heure à telle heure et que tu as besoin de concentration et que, grosso modo, tu veux bien aider, mais voilà, tu pourras pas le faire de telle heure à telle heure. Voilà. Mais voilà, encore une fois, ça demande d'être testé. C'est aussi, voilà, dans les outils que je peux donner. C'est pas grave si une solution est imparfaite au début. C'est l'amélioration continue qui est essentielle. Et on apprend finalement en marchant. Donc, voilà, il y a des choses à tester et voir ce qui marche pas. Et là-dessus, j'ai pas forcément de réponse à apporter là tout de suite. Oui, mais de toute façon, je pense que la réponse est toute personnelle aux gens, hein, selon les entourages, selon ce qu'on peut faire. On a toujours des organisations, et puis ça change, hein, au fur et à mesure. Et puis on a l'expérience aussi qui va venir, et puis il y a les projets, il y a des projets qui demandent plus ou moins de temps ou pas. Moi je sais que par exemple pour le running, je note dans mon agenda les moments où je vais courir, hein, tout simplement, ils sont marqués, donc personne n'a droit de s'incorporer à l'intérieur. Donc je suis en train de refaire mon planning running pour la semaine prochaine d'ailleurs, c'est pour ça que je le dis. Donc ça veut dire que mon créneau du 5h, 7h du matin devient encore plus sacré, hein, mais en fait il est tu vois, c'est pour ça que dans mon calendrier, je n'ai donné le rendez-vous qu'à partir de 7h. Parce qu'en fait, on pourrait enregistrer à 5h du matin, soyons honnêtes. Et un jour, j'ai fait une blague, je dis, on pourrait même faire des lives à 5h du matin. Ça serait drôle, je serais tout seul dans mon coin, où on serait pas nombreux, mais en fait, c'est la zone pour moi, et il y a plein de gens qui, je vais vraiment le réexprimer, c'est ma zone à moi, où tout le monde dort à la maison.
mais où le monde dort en fait. La chanson il est 5 heures, Paris s'éveille, etc. Elle est fausse en fait. Elle est chez moi, elle est fausse. Dans la rue, elle est fausse et tout. Oui, il y a des gens qui travaillent tôt, etc. Il y a plein d'environnements qui travaillent tôt, mais en tout cas dans plein de métiers, dans plein de choses qu'on fait, si en plus on n'ouvre pas ses mails. Si on n'ouvre pas les réseaux sociaux, un des conseils qu'on pourrait donner, c'est de dire on n'ouvre pas ce fichu téléphone dans la première heure de sa journée, par exemple, ce qui peut être des types de conseils. On arrive en fait à se sculpter un moment qui peut-être ne va durer, alors toi tu disais 5h45, qui peut-être ne va durer que 1 heure ou 1h15, 1h30 en attendant que les enfants se réveillent, qu'on doit se préparer, etc. Mais qui peut être tellement productif en lui-même que des fois on va se rendre compte qu'on a l'impression qu'il est plus productif qu'une journée de 8 heures qu'on va faire derrière au boulot, ou des choses comme ça, tout simplement parce que on l'aura vraiment fait en concentration et en intention de faire quelque chose de vraiment précis dessus. Exactement. En fait, là, tu touches un point aussi qui est jusqu'ici le business model du salariat. Voilà, il ne faut pas trop généraliser non plus. Ce que je veux dire, je le mets avec des guillemets énormes. Le business model du salariat, c'est d'arriver à 9h et de partir à 18h. Encore une fois, avec des guillemets énormes. Ce qui est différent d'une approche freelance, par exemple, ou consultant, ou entrepreneur, où en fait, c'est pas de rester de 9h à 18h devant son PC qui va compter, c'est d'avoir les bonnes actions qui vont te permettre de développer ton business. Et donc, effectivement, avoir ces moments de concentration et de travail profond, comme on peut les appeler, pour traduire le titre du bouquin de Cal Newport, c'est essentiel, et c'est sans doute là qu'il y aura des réflexions à minima qui vont te permettre effectivement de revoir ta stratégie, qui vont te permettre de mettre en place les meilleures solutions pour atteindre tes objectifs. Et effectivement, ce moment du matin est assez précieux. Il n'est pas tenable, en tout cas à titre perso, pour moi, il n'est pas tenable sur une année entière. Moi, je l'ai fait pendant 3 mois. Mais ça m'a permis vraiment comme je te le disais, d'écrire une première version du bouquin. Et c'était quand même essentiel de consolider ça assez vite pour voir où étaient éventuellement les angles morts dans le bouquin. C'est un bon truc de dire d'ailleurs que c'est pas tenable, peut-être pour certains. Moi je tiens ça à l'année parce que moi, je suis du matin et tout. Ce matin j'étais arrivé à 4h20, yeux grands ouverts. Oui, je parle de moi, pardon, voilà. Je parle de moi quand je dis c'est pas tenable. Et donc c'est tenable pour certaines personnes, pas tenable pour d'autres. Mais c'est vrai que sur l'instant d'un projet, et pour des personnes ça peut être tenable. Comme tu dis, sur un projet, on peut dire sur un projet je décide que c'est tenable, etc. Que ça va demander un effort sur un instant, ou ça peut être sur une journée particulière. On peut dire aussi que finalement il y a une journée qu'on va dédier à des choses comme ça, et c'est vraiment intéressant. Et dans les réflexions, et on verra après peut-être dans le futur, après on verra ce que dira l'histoire, qu'on retiendra cette période de l'histoire, on peut dire aussi qu'on est encore dans plein de logiques qui viennent de l'industrie en fait, comme l'industrie, la révolution industrielle à créer des heures, des machines qui devaient tourner avec des heures très strictes, des présences, etc. Et que peut-être que finalement, la grande révolution qu'on va vivre grâce à tous ces outils-là et la manière de travailler différemment, c'est que peut-être on va se rendre compte que finalement ces heures on doit les réfléchir différemment, dans le temps différemment. Et je pense que tous les outils dont tu parles et tous les outils dont on voit, alors je renvoie aussi vers des livres comme Rework, comme Remote de Basecamp, qui sont des Rework, c'est quand même un bouquin, je pense qu'il y a peut-être 15 ans maintenant, quelque chose comme ça, je l'ai pas sous la main, mais qui est un bouquin qui est très ancien quand même, qui pensait tous ces trucs-là là-dessus, sont des précurseurs aussi, parce que tu parles beaucoup de Cal Newport sur le Deep Work, on parlait de la méthode Make Time, on peut parler de plein de choses là-dedans qui sont finalement des espèces de briques qui se disent mais finalement ce sacro-saint temps de la journée, peut-être qu'il va falloir à un moment donné quand même lui mettre un espèce de coup de pied au cul en fait, en disant il serait peut-être temps qu'on arrive à réfléchir différemment, même si soyons pas angéliques non plus, parce qu'on peut se dire que il faudrait pas revenir non plus à la notion de travail à la tâche, qui d'ailleurs pour certaines personnes, notamment dans le freelancing, peut être très déstabilisant, parce que c'est pas confortable non plus pour autant, soyons pas dire ceux qui vendent des heures, 1 heure c'est temps et il faut vendre absolument X heures non plus, n'est pas un confort incroyable, et que le confort de dire je sais que tous les mois j'ai un salaire prédictible est aussi un confort incroyable, et que il y a une réinvention qui va se faire, et je pense que c'était intéressant, tu vois, les discussions, finalement on a parlé du bouquin, on a parlé d'un petit peu comment tu crées, etc. Je trouve que c'était intéressant d'échanger sur tous ces aspects-là. Bon, maintenant,
Ce que je te propose, c'est que vu l'heure quand même, toi, t'as peut-être un boulot. Alors le 8 mai, non. Ah oui, pardon. Ah oui, on est le 8 mai. Oh, excuse-moi. Oui, mais moi, tu vois, le 8 mai, pour moi, est une journée presque normale. C'est juste en plus, et tu fais bien de me le dire, c'est que je sais, et alors, voilà, on va rentrer dans les coulisses, je vais faire rigoler les gens, mais j'ai prévu aujourd'hui, donc l'épisode sera diffusé le 15 mai, hein, c'est pour ça, mais aujourd'hui, on est le 8 mai en enregistrement, et hier, je regardais dehors, ils sont en train d'installer les monuments aux morts, j'ai un monument mort devant la porte, et ils sont en train d'installer les barrières, et on entend, nous, il y a quelqu'un qui joue de la trompette, et je me dis, mais attends, demain, il y a quoi? Et dans le même truc, je viens de tilter que, en fait, j'ai programmé un enregistrement de podcast avec un invité, probablement à l'heure à laquelle aura lieu la cérémonie de du truc. Donc voilà. Donc nous on est passé juste avant, là comme ça, là je regarde, c'est en train de s'installer un petit peu, ils vont mettre des barrières, il y aura pas grand monde parce que en confinement normalement, je crois qu'il y a que le maire et puis il y a pas les anciens en tout cas qui seront là. Je pense qu'il y aura le joueur de trompette, mais on verra comment ça se passe. Donc en tout cas, je vais te laisser à ta vie de famille, hein, t'as peut-être, je sais pas ce que t'as prévu aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour tous tes conseils, pour cette discussion qui était très intéressante. Je rappelle que le bouquin s'appelle Self Manager, 5 jours pour mieux organiser son travail et profiter enfin de sa vie perso, hein. Qui est chez Erol. Je vous mettrai tous les liens dans les notes de description. Je vous rappelle que c'est un lien affilié si vous avez envie de participer un petit peu à la vie du podcast en faisant gagner ou pas grand chose, hein, quelques centimes sur un bouquin. Bon, ceci étant dit maintenant, je vais te laisser donc à tes occupations. Comment on te retrouve sur les différentes URL, notamment le livre a son propre site? Oui, c'est ça. Donc le livre a son propre site, c'est selfmanager.me en un seul mot, me. On y retrouve ici, notamment tous les liens qui vont vous mener vers les librairies en ligne. Donc Amazon, Fnac, mais pas que. Il y a aussi la librairie Erol, hein, pour rendre hommage à mon éditeur, Cultura, Fnac, etc., en version digitale et en version papier, naturellement. Vous pouvez retrouver aussi mon compte Instagram, donc dont le pseudonyme est alex.zermati, Zermati. Donc je débute là, donc n'hésitez pas à me faire des feedbacks sur ce que je poste. Généralement, j'essaie de poster des conseils, des astuces qui sont soit issus du bouquin, soit issus des entretiens que je peux avoir avec mes invités du podcast. Et d'ailleurs, je vais faire le lien avec le podcast, hein, qui s'appelle AZZAP, A-Z-Z-Z-A-P, et qui, donc 3 fois Z, pour le redire plus simplement, voilà, qui est une conversation d'une demi-heure à peu près toutes les semaines, avec des personnalités inspirantes du monde du travail. Donc on y parle rhétorique, on y parle agilité, on y parle digital, on y parle transformation, et voilà, et ça sort toutes les semaines. Et j'ai eu le bonheur de t'avoir comme invité, notamment un épisode que je recommande sur la marque personnelle. Voilà. Oui, il y a quelques semaines, je te remercie pour l'invitation. D'ailleurs, j'avais été assez étonné, c'est que je le dis, t'as enregistré, je pense depuis tes bureaux quelque part comme ça, mais avec tes écouteurs, sans matériel, dans un espèce de, je sais pas, ça ressemble à un espèce de salon de repos, une salle de repos, je sais pas ce que c'était ou. Ouais, je devais être dans une salle, hein, tout simplement. Je me suis mis dans une salle, voilà. Ouais. Ce qui montre qu'on peut faire du podcast sans gros matériel, hein, avec un smartphone, des écouteurs. Et même, moi, je conseille, et je crois que c'est ce que tu fais aussi dans ton nouveau podcast, créer un podcast génial maintenant, mais je conseille d'ailleurs de créer son podcast avec un minimum de matériel. C'est pas la peine d'acheter dès le début, en tout cas, du matos très cher, quoi. Voilà. Ça peut se faire très facilement. Et je vais même faire je suis en train de préparer une formation sur le sujet et j'ai commencé à faire des vidéos où je monte des tests de micro, et que même un micro que j'utilise là tout de suite, si je le place dans la pire salle de la maison pour faire du podcast, le son, il est insupportable. insupportable. Alors que si on prend des écouteurs un peu merdiques et qu'on se met dans un placard, ou dans une salle un peu fermée, d'un coup, le son est bien meilleur. Donc, fait partie, des conseils aussi à retenir, hein, c'est que, créer un projet de ce type-là, que ce soit écrire, etc., c'est aussi avoir des petits outils, des petits conseils, des choses comme ça. Et je te remercie beaucoup pour le temps qu'on a passé ensemble. C'était très sympa comme discussion. Je vous recommande donc le livre. Vous avez toutes les adresses pour aller le voir. Le compte Instagram, vous l'avez. Le podcast, vous l'avez. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Eh ben, vous souhaitez une très belle journée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode. Ciao, Alexandre. Merci beaucoup, Bertrand.